référente du projet PopGen, donc du projet France Médecine Génomique. On aurait bien aimé vous poser la question, mais comment se sont créés ces projets et à quoi ils servent? Alors ces projets sont des projets de séquençage dans la population générale qui vont servir à aider à interpréter les génomes de patients. Parce que quand on séquence le génome d'un malade pour essayer d'identifier des variants génétiques, les variants génétiques qui causent sa maladie, en fait on va trouver 5 millions de variants. Donc 5 millions de variants, c'est énorme, et comment on va faire avec ces 5 millions de variants pour essayer d'identifier celui qui pourrait expliquer la maladie génétique qu'a cet individu. Et donc il va falloir filtrer en fait les variants, et ça on va pouvoir le faire grâce à des données de fréquence en population générale. Parce que l'idée c'est que les variants qui vont pouvoir jouer dans les pathologies, c'est plutôt des variants qui sont rares, voire très rares. Donc on a besoin de ces références de fréquences pour pouvoir leur donner un poids et puis éliminer finalement ceux qui sont fréquents dans la population générale. Et ceux qui sont fréquents dans la population générale, effectivement, il y a des chances qu'ils soient plutôt des variants neutres qui vont pas jouer sur les phénotypes. Donc ces bases de données, on en a besoin pour ça, et en fait, il y en a un certain nombre qui existent. Aujourd'hui, la base de référence, c'est une grosse base de données américaine qui a été mise en place par le laboratoire de Daniel MacArthur au Broad Institute. C'est la base qui s'appelle GNOMAD. En fait, GNOMAD, mais en anglais c'est NOMAD. Et cette base de données, elle répertorie des données sur plus de 100 000 exomes et 15 000 génomes complets. Donc c'est énorme. Et en fait, on va avoir un listing des variants qui ont été trouvés dans ces génomes ou exomes. Et on va avoir aussi des fréquences alléliques, donc sur l'ensemble de l'échantillon, mais également dans des sous-populations, donc qui sont en fait, globalement, on voit les fréquences sur les différents continents. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, ces variants, ils vont pouvoir avoir des fréquences différentes en fonction des régions géographiques. Et donc c'est important d'avoir cette notion dans notre population, quelle est leur fréquence. Et donc c'est pour ça que ces bases de données ont répertorié des données provenant des différents continents. Et en fait, au niveau européen, on va avoir des données un petit peu plus fines, parce que c'est ce qui est en fait le plus fréquent dans cette base de données. On a beaucoup plus de données sur la population européenne. Mais en fait, on a une répartition géographique avec d'un côté donc l'Europe du Nord, le Sud, mais on ne va pas avoir quelque chose de plus fin. Et c'est pour ça que nous, on a lancé un projet au niveau français pour avoir des données sur les fréquences dans la population française et même au sein des différentes régions françaises. Et on avait pu montrer déjà sur un premier projet qui s'appelle le French Exome ou FREX, qu'on voyait des différences en fonction des zones géographiques. Donc on avait dans ce projet-là échantillonné des gens dans 6 grandes régions françaises, donc le Nord, la Normandie, en Bretagne, sur les Pays de Loire, dans la région de Bordeaux et dans la région de Dijon. Et on a pu effectivement voir qu'il y avait des différences et que aussi ces données françaises étaient différentes des données européennes qui étaient dans GNOMAD, et qu'on avait effectivement, qu'on semblait combler en fait un trou entre le nord et le sud de l'Europe. C'était important d'avoir ces données à une échelle d'un pays comme le nôtre. Donc c'est pour ça qu'on a lancé donc ce premier projet où on a séquencé les exomes de 574 individus. Et ensuite, on a réalisé un projet où on a focalisé plus sur l'ouest de la France avec le projet France GenREF du LabEx GenMed. Et là, on a des données sur 850 génomes complets d'individus qui proviennent essentiellement, enfin on a bien couvert tout l'ouest de la France. Donc là, on voit aussi qu'on arrive à voir des différences en fait encore plus fines, même à l'intérieur d'un département comme le Finistère que je connais bien. On voit des différences entre le nord et le sud du Finistère. Donc le pays bigoudin se distingue par exemple du Trégor et du Léon. Et donc on voit que plus on va sur une information génétique fine, plus on va voir ces différences. Et ça va être important quand on trouve un variant, savoir ah bah oui, peut-être que à l'échelle de toute la France il est très rare, mais en fait dans une petite zone, dans le pays bigoudin, il est fréquent. Donc on a besoin en fait de ces données en fréquence, et c'est pour ça aussi que
Le projet pilote PopGen a été lancé dans le cadre du plan France Médecine Génomique pour compléter les projets qu'on avait déjà faits sur l'Ouest, sur le reste de la France et avoir une base de données de référence sur la fréquence des variants dans la population française, qui servira à interpréter donc, les génomes des patients. Alors en pratique, on va déjà avoir besoin de connaître la fréquence de la maladie dans la population, c'est ce qu'on appelle la prévalence de la maladie, pour se dire quel type de variant on doit chercher en termes de fréquence. Et ensuite, on va avoir besoin de connaître aussi le mode de transmission de la maladie. Est-ce que c'est une maladie dominante, donc où il suffit d'avoir reçu le variant qui peut créer la maladie d'un des parents, ou une maladie récessive où là il faut l'avoir en double dose, donc l'avoir reçu de deux parents, puisque ça ne va pas donner les mêmes fréquences, puisque après ce qui va être important, ce qu'on voit, c'est ce qui s'exprime, c'est pas le variant tout seul, c'est en fait les deux exemplaires du gène qu'on a, et donc ça va être le génotype, donc on a besoin d'avoir ces fréquences de génotype, et quand on a des données sur des fréquences alléliques, pour avoir les fréquences de génotype, ce qu'on peut utiliser, c'est le modèle d'Hardy-Weinberg. Donc c'est un modèle classique de génétique des populations qui stipule qu'en fait dans une grande population, les fréquences génotypiques vont être obtenues à partir des fréquences alléliques comme la distribution un tirage au sort de chaque allèle. Donc par exemple pour avoir, si on a un allèle grand A, pour l'avoir en double dose, donc le génotype grand A, si sa fréquence c'est petit p, la fréquence du génotype sera P fois P, P au carré. Le génotype, donc si l'autre allèle c'est un G par exemple, et que sa fréquence, donc du coup c'est 1 moins P, puisque c'est le complémentaire de la fréquence de l'allèle grand A, à ce moment-là, la fréquence du génotype GG, ça va être 1 moins P au carré. Et puis le génotype hétérozygote, donc AG, sa fréquence, ça va être 2 fois P fois 1 moins P. Donc c'est un tirage au sort d'un allèle, comme si on tirait un allèle chez papa et un allèle chez la maman. Et ça à l'échelle de la population. Et ce modèle, en fait, où il est joli aussi, c'est qu'il montre que dans une grande population, on va avoir une stabilité aussi des fréquences alléliques au cours du temps. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de Hardy-Weinberg. Les fréquences ne vont pas se modifier énormément. Enfin, tout ça pour dire que quand on est dans une maladie dominante, donc on va pouvoir avoir l'allèle à l'état, avoir un génotype hétérozygote avec le variant qui est impliqué dans la maladie, ça va être le plus fréquent puisque le variant est rare, ou à l'état homozygote, mais ça c'est plus rare. Donc là on voit aussi que du coup ça va imposer en fait un niveau de fréquence pour le type de variant qu'on va rechercher. Par exemple une maladie dont la fréquence en population est de disons 1 pour 10 000, ça ne sert à rien d'aller prendre un variant qui a une fréquence de 10%. Il va falloir s'adapter, prendre des variants qui ont une fréquence inférieure, on dit à 1 pour 10 000. Et par contre, si c'est la maladie récessive, donc il faut avoir reçu le variant en double dose. Donc là, si la fréquence du variant c'est P, la fréquence du génotype, ça va être P au carré. Donc on voit qu'on va pouvoir monter un peu plus en fréquence dans le choix des variants qu'on va garder pour les analyses. Alors ça, c'est en considérant en fait qu'on est dans une maladie qu'on appelle à pénétrance complète. C'est-à-dire que quand on a le variant, on est sûr d'être malade. La probabilité d'être malade, sachant qu'on est porteur de l'allèle variant, à l'état en simple dose pour une maladie dominante ou en double dose pour une récidive, est de 100%. Et dans beaucoup de cas, ce n'est pas ce qui se passe. En fait, on a ce qu'on appelle des pénétrances incomplètes, donc des gens qui vont être porteurs de variants, mais qui ne vont pas exprimer la maladie. Et donc à ce moment-là, il faudra corriger. On pourra monter un peu en fréquence, puisque du coup, on aura une pondération qui fait qu'on pourra monter dans le choix de la fréquence. Donc on voit que c'est quand même assez compliqué à utiliser. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles qui ont discuté de ce problème de quel seuil de fréquence il faut garder. Et bon, il n'y a pas un vrai consensus aujourd'hui. En tout cas, ce qui était visible, c'est qu'effectivement, dans les premières analyses qui étaient faites, on était trop dans un modèle dominant à pénétrance complète. On avait un peu moins fait le récessif. Et peut-être des seuils de fréquence qui étaient choisis, qui étaient peut-être trop bas, ou alors trop haut en se disant bon, on veut être sûr quand même de bien prendre les choses. Donc c'est effectivement un problème assez complexe et qu'il faut analyser aussi en tenant compte
d'une possibilité d'hétérogénéité génétique, puisque là, je suppose en fait qu'on a un seul variant qui est impliqué dans la maladie, mais on peut aussi avoir même au sein d'un gène différents variants, et donc là, on pourra aussi prendre des variants plus rares ou plus fréquents. Donc c'est vrai que c'est c'est quelque chose de difficile à mettre, à choisir ce seuil en fait de fréquence, mais qui est important et qui va aussi nous donner des informations sur l'architecture génétique de la maladie. Donc effectivement, assez intéressant.